Sur le numéro 254 du bouquet Canal+, et sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Salifou Dembélé, avocat à la Cour, ancien ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi sous la transition. Il est docteur en droit, également consultant en droit des affaires et en fiscalité. Il faut dire également qu'il a deux DEA, donc un en droit privé et un en droit de la santé. Sur le plan politique, il est le vice-président chargé des relations avec les partis politiques et des formations politiques de l'intérieur du mouvement patriotique pour le salut, le MPS, un parti qui a été lancé le 27 juillet dernier à Tinkodogo. Et c'est à ce titre que nous recevons Maître Dembélé. Maître Dembélé, bienvenue à l'émission Monde Politique. Merci Monsieur Bougouma, et c'est l'occasion pour moi de remercier bien entendu Watt FM et 3 TV pour m'avoir invité, n'est-ce pas, sur son plateau. Merci, vous avez droit, c'est le tremplin des partis politiques et donc des hommes politiques. Alors, avant de vous poser la première question, nous vous remettons la parole pour un quelconque message que vous adresserez à qui vous voulez. Je vous remercie. Je pense que je profite de votre tribune tout simplement pour appeler, n'est-ce pas, la jeunesse burkinabé et sur sa mission fondamentale qui est celle, n'est-ce pas, de gérer le pays demain et de s'impliquer énormément dans tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la gestion politique, n'est-ce pas, de notre pays. Et je pense que si cette jeunesse ne s'implique pas, bien entendu, et c'est le pays qui risque d'aller en déliquescence. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci, très bonne interpellation. Nous allons maintenant commencer à travers la première question, le premier rubrique. Maître Dembélé est entré en politique. Nous allons voir les origines d'une vocation. Vous êtes rentré de façon officielle, vous avez opéré un saut en politique comme on le dit. Il y a quand même une histoire. C'est parti de quoi? Bien, je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez. C'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas, bien entendu, ne me connaissaient pas avant la transition, mais c'est le lieu, n'est-ce pas, de dire que j'ai commencé la politique avec le parent du professeur Bado. Le professeur Bado qui a été dans un premier temps mon professeur et par la suite qui a été mon collègue, puisque quand j'ai terminé mes études, j'étais enseignant à l'université de Ouagadougou. Et c'est à ce titre-là que j'ai adhéré aux parents. Et je m'occupais, n'est-ce pas, de tout ce qui concernait, n'est-ce pas, les gestions, les affaires politiques et choses juridiques, n'est-ce pas, du parent. Et je suis resté aux parents pendant à peu près 4 ans avant, n'est-ce pas, de devenir un sympathisant. Voilà, donc ce qui veut dire que je ne suis pas complètement nouveau en politique. J'ai déjà affûté mes armes pendant 4 années au niveau du parent, bien entendu. Et je pense que c'est dans ce parti-là que véritablement, j'ai compris qu'il était important, j'allais dire, d'apporter sa contribution à l'édification, n'est-ce pas, d'un pays, d'un Burkina nouveau. Alors, du militant responsabilisé, chargé des questions juridiques, après vous êtes devenu sympathisant. Pourquoi est-ce que vous avez opéré ce recul à un moment donné? Alors, je pense que ce recul est dû au fait que je voulais simplement j'allais dire, rentrer dans le monde privé, dans le monde des affaires, parce que j'étais d'abord fonctionnaire en tant qu'enseignant à l'université, et j'ai décidé d'ouvrir un cabinet pour entrer dans le secteur privé. Et mon entrée dans le secteur privé faisait en sorte que je n'avais pas beaucoup de temps. Vous savez, lorsque vous créez une entreprise nouvellement, il faut que vous vous impliquiez énormément, et donc le temps matériellement ne m'était pas donné pour pouvoir, n'est-ce pas, militer, n'est-ce pas, au niveau du parent comme il se devait. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, j'ai baissé un peu, n'est-ce pas, la pédale, et pour me consacrer entièrement, n'est-ce pas, et à ma nouvelle vie, c'est-à-dire le secteur privé. Autrement dit, vous êtes allé vous construire ou reconstruire avant de revenir? Autrement dit, je suis allé essayer de comprendre à peu près comment ce monde privé, n'est-ce pas, j'allais dire, fonctionne, puisque tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, le moteur du développement, n'est-ce pas, d'un pays, c'est bel et bien le secteur privé. C'était histoire de voir comment ce monde, n'est-ce pas, fonctionnait, et surtout de voir comment ce monde-là était perçu par le politique, puisque c'est le politique qui met en place l'environnement nécessaire, n'est-ce pas, à la bonne marche, n'est-ce pas, du secteur privé. Donc ça m'a permis, n'est-ce pas, de comprendre comment le politique percevait le privé. Je pense que j'ai aujourd'hui un certain nombre d'expériences pour permettre de mettre en place, j'allais dire, tout l'outil politique, tout l'environnement politique nécessaire pour pouvoir permettre au secteur privé de bel et bien éclore et de contribuer véritablement au développement économique et social dans notre pays. Alors, vous avez été sympathisant du parent, mais ça n'a pas empêché que vous, qui n'étiez plus militant actif, soyez appelé à la transition. Pour certains, c'était le parent qui vous a recommandé, pour d'autres, c'est d'autres personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que pour couper court à tout, j'allais dire, à tout débat, il faut se dire que j'ai été consulté, bien entendu, par le président du parent
parents, en son temps, bien entendu, M. Barry, et qui a demandé que je communique mon CV, parce qu'il y a une constitution, n'est-ce pas, du gouvernement. Il n'était pas exclu, n'est-ce pas, que je sois pris dans ce gouvernement-là. Et je pense que c'est à l'issue de ça que le Parlement a proposé ma candidature, et cette candidature a été acceptée par le Premier ministre et le Président du Faso, et c'est ce qui a fait que j'ai occupé ce poste un peu stratégique, puisque c'était la suite d'une insurrection populaire, la jeunesse était au devant de la scène, et j'étais chargé, bien entendu, de m'occuper de cette jeunesse-là sous la transition. Vous ne vous voyez pas ministre, apparemment ça a été une surprise pour vous. Ah non, pas du tout. Je pense que si j'avais été consulté au départ, me demandant si je voulais occuper, peut-être que je voulais être ministre, peut-être que j'allais occuper un autre poste, mais le poste de la jeunesse était un poste quand même un peu stratégique au regard, bien entendu, de l'environnement de l'époque. On sortait d'une insurrection qui a été, bien entendu, menée par la jeunesse, donc l'attente de cette jeunesse était tellement importante que je pensais qu'il aurait été beaucoup plus intéressant que je sois quelqu'un pétri, n'est-ce pas, en politique, qui puisse gérer, n'est-ce pas, ce département ministériel, plutôt que quelqu'un, n'est-ce pas, qui soit directement du secteur privé. Je pense que, objectivement, je n'ai pas accepté le poste. Si vous aviez été consulté. Si j'avais été consulté, pour le poste, quoi. Pour le poste, j'allais demander un autre poste. Donc ça dit que vous n'avez pas su jusqu'à l'annonce que vous alliez être ministre de la jeunesse? Ah non, pas du tout. Je l'ai su, comme tout le monde à la radio, que je suis ministre. Ce sont les autres ministres qui m'ont dit quel était mon portefeuille ministériel. Et vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas informé? Non, mais je l'ai demandé le premier jour du Conseil des ministres, puisque c'est le Premier ministre, bien entendu, qui l'a décidé. Le Premier ministre m'a donné les raisons, bien entendu, qui ne sont pas intéressantes à évoquer ici. Mais ce qui est sûr et certain, je peux me dérober. J'avais été déjà mis devant le fait accompli et il me revenait, bien entendu, d'assumer cette mission au regard, bien entendu, de l'enjeu, n'est-ce pas, qui était réservé à ce gouvernement-là. Alors, vous avez fait le saut aux parents, maintenant vous êtes au MPS. Qu'est-ce qui a été le déclic de votre entrée en politique, à l'origine? Je pense qu'à l'origine, le déclic, c'était fondamentalement impliquer l'ensemble de notre population à ce jeu politique-là. Vous savez, nous constatons aujourd'hui que le monde politique, on semble dire que c'est un monde, n'est-ce pas, qui semble être à part de la société, alors que la politique est forcément dans la société. Et ce qui gêne un peu, c'est que on pense que la politique est réservée, j'allais dire, à des érudits, à des gens qui ont des compétences exceptionnelles. La politique peut être faite par tout le monde. Et c'est pour cette raison que l'impression qui ressort, si demain vous faites un sondage auprès de la population, vous leur demandez ce qu'ils pensent de l'homme politique, vous êtes certain que vous allez avoir des résultats, des réponses, n'est-ce pas, du genre c'est des menteurs, c'est des voleurs. Je pense que ça, c'est pas fait pour réduire, n'est-ce pas, le blason de la politique. Et c'est ce qui fait que moi je suis entré en politique pour essayer de changer un peu les mentalités, parce qu'au niveau du parent, l'objectif recherché, c'était ça, faire comprendre aux gens ce que c'est la politique pour les amener à militer et ne pas laisser la place simplement à ceux-là qui ont été formatés pour faire de la politique. N'importe qui peut faire de la politique, parce que si vous ne la faites pas, la politique vous fera. M. Dambélé a-t-il une personnalité politique de référence? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas une personnalité. Non, je pense que je suis beaucoup plus quelqu'un de référent. En référence beaucoup plus dans le monde des affaires, on me connaît beaucoup plus qu'en politique. Je pense que je suis en train de faire mes pas. Et au plan politique, c'est le poste que j'ai occupé sous la transition en tant que ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle de l'emploi, qui m'a permis de toucher du doigt les réalités, bien entendu, de la gouvernance, les réalités, n'est-ce pas, de la gestion d'un pays. Et je me rends compte que véritablement, il faut que chacun des acteurs, toute la population, que ce soit, bien entendu, le gouvernant, que ce soit le gouverné, chacun doit jouer sa partition pour que le pays puisse aller de l'avant. Quel que soit le parti au pouvoir doit être accompagné par. Si ce parti échoue, c'est le Burkina Faso qui va aller en arrière. Bien entendu, il faut qu'il y ait un accompagnement pour que les choses puissent aller bien. L'accompagnement ne veut pas dire qu'accepter tout ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau du parti, n'est-ce pas, qui est au pouvoir. Alors, mais est-ce que dans l'histoire des personnalités politiques, vous vous identifiez à quelqu'un où il y a un homme politique qui vous a influencé? C'est Sankara. Thomas Sankara. Le président Thomas Sankara. Quand nous arrivions à l'université, c'était la Révolution. Et nous sommes arrivés à l'université, c'est cette année-là où il y a eu la fermeture, j'allais dire, la suspension d'un certain nombre d'hommes, ce sont des syndicalistes qui avaient été suspendus, dont mon professeur à l'époque était le professeur Aimé Nikema, au niveau de la fac de droit, mais ça ne m'a pas empêché, bien entendu, de faire d'adhérer, n'est-ce pas, aux idéaux de Sankara. Mais je suis même venu en droit, c'était encore sous la Révolution, parce que je voulais être ambassadeur. Mon idéal, c'était d'être ambassadeur. Et quand je suis arrivé en droit, je me rappelle que le président Sankara a tenu
tenu un discours un jour en disant que pour être ambassadeur, on n'a pas besoin de diplomate, de gros diplômés. Même un instituteur, n'est-ce pas, du fin fond du village peut être ambassadeur. Donc ça m'a un peu dérouté, donc j'ai changé de voie. Au lieu d'aller en droit public, je suis allé en droit privé, n'est-ce pas, dans le monde des affaires beaucoup plus que. Donc je pense que mon idéal politique aujourd'hui, c'est Thomas Sankara, qui me semble-t-il était très très en avance sur son temps. En son temps, il y avait des structures comme CDR, après c'est devenu CS et vous y avez milité. Bien sûr, j'ai milité au niveau des CDR sur le campus, j'ai milité au niveau des CDR, n'est-ce pas, dans mon quartier, que ce soit à Ouadou, que ce soit à Bobo du Lasso, et nous étions endeuillés, n'est-ce pas, en 87, n'est-ce pas, quand Sankara a été tué. On était perdus complètement, on avait perdu notre papa, on avait perdu nos repères. Je pense sincèrement qu'il était aujourd'hui, même ceux-là qui l'ont côtoyé, ceux-là qui l'ont combattu, sont certains d'affirmer qu'il était véritablement en avance sur son temps. D'accord. Alors, il y a aussi la question de l'intellectuel en politique. L'intellectuel burkinabé en politique, pour certains, ils ne réussissent pas bien. Sur le plan papier, ils sont bien, beaucoup plus théoriques, mais à l'allumage sur le terrain, ils restent dans les théories pas pratiques. Est-ce que vous avez le même sentiment? Oui, je pense que, vous savez, on est formaté depuis un certain nombre de temps, et quand vous êtes formaté, on dit souvent chasser de naturel revient au galop. Mais je pense qu'il revient aussi à l'intérieur de se remettre en cause et puis de se rapprocher de la population. Moi, je suis enseignant au départ, enseignant d'université, c'est vrai que c'est un autre niveau, mais quand on fait de la politique, vous vous exprimez pas simplement au monde universitaire, vous vous exprimez à ceux-là qui n'ont jamais même mis les pieds à l'école. Donc ça veut dire qu'il suffit, n'est-ce pas, bien entendu, de changer, n'est-ce pas, son langage et sa communication pour se faire entendre des autres. Mais la chose la plus importante, c'est que on va beaucoup écouter l'intellectuel si véritablement cet intellectuel-là s'occupe bien entendu des problèmes de la société, notamment les problèmes que vivent la majorité de la population. On n'a pas besoin de gros discours, ce sont les actions qui parlent aujourd'hui. Je pense que la politique aujourd'hui doit être perçue différemment. Le discours, on en a assez, on en a beaucoup entendu, c'est pas ça qui fait fonctionner un pays. Aujourd'hui, peu de paroles et beaucoup d'actions vont amener bien entendu ceux de la base à adhérer aux idéaux, n'est-ce pas, des intellectuels. Je rappelle que notre invité est avocat, c'est l'ancien ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle sous la transition. Il a été effectivement enseignant à l'université et enseignant vacataire dans certains instituts. Voilà, donc, il est maintenant au MPS. Alors maintenant, vous avez fait le parent qui parle de tertiarisme, qui parle de grégorisme africain. Donc, cette fois-ci, vous êtes dans un parti politique socio-démocrate. Pour vous qui avez eu l'expérience du parent au MPS, qu'est-ce que vous ajoutez comme plus-value? Je pense que vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Je pense que les stratifications qui existent au niveau des partis politiques droite-gauche, socio-libéral ou social-démocratie, je pense qu'elles ne sont pas figées. Ce sont des trucs qui évoluent. La chose la plus importante, c'est que au niveau, que ce soit au niveau du parent ou que ce soit au niveau, bien entendu, du MPS, l'élément le plus important, c'est l'élément de solidarité. Et ça qui est capital, de s'occuper, n'est-ce pas, de la partie la plus vulnérable de la population. Donc l'élément social, n'est-ce pas, joue un rôle important. Je pense que cet élément social même trouve son fondement dans la culture, dans la tradition africaine. L'Africain est toujours socialiste au départ, parce que c'est vrai qu'il y a, bien entendu, lorsque vous prenez la société traditionnelle africaine, vous avez un champ individuel dans votre région, au village, mais aussi il y a le champ collectif où lequel chacun va contribuer, n'est-ce pas, à travailler pour qu'on puisse avoir au niveau du village, n'est-ce pas, et j'allais dire la récolte nécessaire pour pouvoir fonctionner. Donc du coup, bien entendu, cette social-démocratie que nous prenons n'est pas la social-démocratie que nous sommes en Europe, mais c'est issu d'un certain syncrétisme, bien entendu, avec les réalités burkinabées. Parce qu'on se rend compte que la population, la partie la plus vulnérable de la population, c'est celle-là qu'on doit accompagner, qu'on va faire émerger. Et bien entendu, c'est pour cette raison que j'ai adhéré, n'est-ce pas, à cet idéal ou à cette vision, n'est-ce pas, au niveau du MPS, et qui va nous permettre véritablement de prendre en compte les préoccupations de la plus grande majorité de la population, parce qu'on sait que la population pauvre est la plus élevée dans notre pays. Vous qui suivez cette émission à la télé ou à la radio, je rappelle qu'il s'agit de Maître Salifou Dembélé, vice-président chargé des relations avec les partis et formations politiques de l'intérieur du MPS, donc le mouvement patriotique pour le salut, donc un parti présidé par le professeur Augustin Louada. Alors nous allons maintenant aborder un autre point
point de notre entretien, il s'agit de l'actualité nationale. L'actualité nationale, c'est le traité d'amitié et de coopération, 8e session qui a fermé ses portes, avec des accords qui ont été signés, des engagements qui ont été signés, mais aussi de tenir maintenant une biennale. Ça va être chaque 2 ans à partir de l'édition de 2020. Alors, que pensez-vous des conclusions de ces travaux? Déjà, le fait de programmer les TAC pour chaque 2 ans. Non, je pense que déjà il faut saluer toute cette initiative de traité d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nous sommes tellement proches qu'on se demande que ce n'est pas les 2 facettes d'un même pays. Donc à cela, il faut saluer, n'est-ce pas, cette initiative. Il faut saluer encore l'initiative parce que la population, en termes, n'est-ce pas, des Burkinabés de l'étranger, c'est le pays où nous avons le plus de compatriotes, et il était tout à fait impérieux, n'est-ce pas, que le Burkina Faso puisse, j'allais dire, rentrer dans cette TAC-là pour permettre de défendre, bien entendu, les intérêts, n'est-ce pas, des Burkinabés. Je pense que c'est véritablement un cadre d'échange pour poser un certain nombre de préoccupations, des fois qui ne sortent pas, bien entendu, mais qui permettent, n'est-ce pas, de résoudre, n'est-ce pas, un temps soit peu, les problèmes que vivent nos compatriotes à l'étranger. Mais pour revenir, n'est-ce pas, au TAC, je pense que vous savez, on dit souvent l'union fait la force. Lorsque vous êtes un seul pays, bien entendu, vous avez une vision, mais lorsque vous êtes 2, et bien, en vous associant, et surtout que vous êtes des pays frontaliers, ça permet de lancer, n'est-ce pas, certains grands travaux, des grands travaux que nous connaissons notamment, tout ce qui concerne les questions d'infrastructure, tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les questions, j'allais dire, d'énergie. Et vous savez que c'est grâce au TAC qu'aujourd'hui, bien entendu, le Burkina Faso arrive à s'en sortir en termes énergétiques. La Côte d'Ivoire vend le maximum, le plus d'énergie au Burkina Faso qu'aux autres pays. Avec nous sommes à peu près à 63 mégawatts par jour, donc ça fait une grosse quantité, et sur une quantité globale de consommation au Burkina Faso qui est de 200 mégawatts, on a déjà 63 mégawatts qui viennent de la Côte d'Ivoire, c'est grâce au TAC. Je pense que ces relations bilatérales, n'est-ce pas, augurent, n'est-ce pas, d'un avenir meilleur pour notre pays, surtout qu'au sortir, n'est-ce pas, de ce TAC, je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a eu des accords, notamment les questions, j'allais dire, de traite des enfants, tout ce qui concerne les enfants, notamment les questions, n'est-ce pas, des mines, et puis notamment les questions, je sais pas, frontalières, là, pour lesquelles, bien entendu, il y a eu des accords qui ont été trouvés, et d'autres points, n'est-ce pas, pour lesquels on a invité les différents ministres concernés à tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour que ça puisse aboutir, notamment toute une problématique, n'est-ce pas, de désenclavement du pays avec Sitaraï, où le projet doit continuer jusqu'à Tambarou, et pour lequel Sitaraï, pour le moment, est aux arrêts. Je pense que c'est véritablement un cadre qui permet à chacun des 2 pays, n'est-ce pas, et j'allais dire, de résoudre un temps soit peu, et j'allais dire, un certain nombre de questions, que ce soit des questions d'ordre économique, des questions d'ordre politique et des questions d'ordre social. Oui, mais c'est que au niveau de l'application, des engagements qui ont été pris par rapport aux grands projets fédérateurs que sont l'autoroute et autres, les choses se font attendre, alors que ce sont ces projets-là qui vont être les signes visibles des engagements qui ont été pris au niveau des populations. Pourquoi est-ce que ça traîne? Parce que vous avez été ministre, c'est vrai que sous la transition, il n'y a pas eu le traité d'amitié et de coopération, mais vous connaissez bien l'histoire des pays. Exactement. Mais je pense que, vous savez, quand vous regardez bien les domaines où, effectivement, on arrive à avoir des accords, ce sont des domaines dans lesquels les investissements importants ne sont pas sollicités. Lorsque vous parlez du domaine des infrastructures, c'est beaucoup de milliards. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se fassent rapidement. La chose la plus importante, c'est qu'il faut que le politique, bien entendu, prenne à bras le corps cette préoccupation pour pouvoir trouver le financement. C'est ça le problème, c'est le financement. Ces autoroutes, ou bien cette autoroute ne peut pas être construite avec des financements forcément de nos pays, puisqu'on n'a pas les moyens. Donc il faut que nous trouvions des bailleurs, n'est-ce pas, qui puissent nous accompagner. Et je pense qu'en se donnant véritablement la main des 2 pays, et au sortir de ce TAC-là, en tout cas, et pour que effectivement les bailleurs puissent nous accompagner afin que ce soit une réalité. Parce que l'élément majeur, c'est l'élément des enclavements. C'est un élément majeur. C'est ça qui va permettre, n'est-ce pas, effectivement, à l'économie de pouvoir aller de l'avant. Nous sommes un peu en retrait par rapport en termes de désenclavement, mais je pense qu'il est important aussi à notre niveau et qu'on puisse engager toutes les procédures nécessaires afin de pouvoir, j'allais dire, de trouver le financement pour pouvoir mettre en place,
n'est-ce pas, cette autoroute-là. Parce que chacun va construire la portion sur son territoire, donc il revient à chacun, bien entendu, de trouver les financements pour pouvoir le faire. Donc, l'élément politique me semble les capitales, et je pense qu'au sortir, n'est-ce pas, de ce acte, des institutions fermes vont être données, et pour que la recherche des financements devienne une priorité. Alors, vous êtes dans le privé, il y a eu aussi le forum des hommes d'affaires, la deuxième édition des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés. Alors, il y a des engagements aussi qui ont été pris. En général, comment se déroulent ces choses-là au niveau des affaires? C'est sur quel domaine? Comment est-ce que s'établit maintenant la collaboration entre les entreprises ivoiriennes et burkinabées pour pouvoir faire les chiffres? Non, vous savez, au niveau du forum d'affaires, avant que, bien entendu, les hommes d'affaires puissent faire quoi que ce soit, tout dépend un peu de l'environnement qu'on met en place. Vous savez, la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays de l'Interland, nous sommes obligés de passer par les pays côtiers pour faire entrer nos marchandises. Il faudrait que nous mettions en place, bien entendu, avec le gouvernement ivoirien, avec les hommes d'affaires ivoiriens, j'allais dire une certaine fluidité pour que nos marchandises puissent quitter le port. Parce que si les marchandises traînent au port, pour telle ou telle raison, bien entendu, et ça va avoir un impact négatif, n'est-ce pas, sur l'économie du Burkina Faso. Donc c'est à ce titre-là, bien entendu, qu'il est important, avant même que les hommes politiques se retrouvent, qu'au niveau du politique, on puisse mettre en place, j'allais dire, les voies et moyens pour permettre, n'est-ce pas, une fluidité, n'est-ce pas, de nos marchandises, pour que ces marchandises puissent rentrer au Burkina Faso, et de la même manière que lorsqu'il s'agit d'exportation, pour que nos marchandises puissent sortir facilement sans qu'il y ait des tracasseries. D'où le dégagement du quai et l'entrée en conseil d'administration du port autonome. Exactement. Et parce que c'est un élément capital. Parce que je pense que l'entrée, n'est-ce pas, du gouvernement de l'administration du port autonome d'Abidjan est très très important, dans la mesure où les Ivoiriens aussi se rendaient compte que petit à petit, le gouvernement se détournait vers d'autres pays, notamment le Togo, notamment le Ghana, alors qu'au préalable, la majorité, n'est-ce pas, de nos importations et exportations se faisaient par la Côte d'Ivoire. Notre entrée dans le conseil d'administration va nous amener, bien entendu, à réorienter un peu ces exportations et ces importations vers la Côte d'Ivoire, et en espérant aussi qu'on mettra en place tout ce qui est nécessaire pour qu'il y ait une célérité dans les traitements des produits, n'est-ce pas, en partance ou en provenance du Burkina Faso. Ça, c'est le premier point. Maintenant, au niveau des opérateurs économiques eux-mêmes, je pense qu'il est important, me semble-t-il, n'est-ce pas, qu'on puisse, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette rencontre, il était impérieux qu'on puisse se concerter sur deux points majeurs. Le premier, c'est tout ce qui concerne le secteur financier et le secteur économique. N'oubliez pas que nous sommes ensemble dans le même espace communautaire qui est l'UEMOA. Donc la réglementation applicable au Burkina Faso est identique à celle qui est applicable, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Ce qui veut dire que, à la longue, l'opérateur économique ivoirien pourra venir s'installer au Burkina Faso, comme c'est son pays, et de la même manière, l'opérateur burkinabé pourra s'installer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un premier point. Ça, c'était au niveau de l'UEMOA. Le deuxième élément, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'OADA, le droit des affaires. On a un droit des affaires communautaire qui regroupe tous les pays d'Afrique francophone, d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font partie. Donc, ce qui veut dire qu'on a une harmonisation de l'ensemble de la réglementation qui permet, j'allais dire, une libre circulation des différents professionnels. Sachez qu'au barreau, nous, on a un règlement communautaire. Je peux aller professer en Côte d'Ivoire, que dans tous les pays, n'est-ce pas, de l'UEMOA, comme on peut venir professer. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, étant tenu du fait que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, comme j'ai dit tantôt, c'est la facette d'un même pays, deux facettes d'un même pays. D'accord. Alors, nous allons maintenant aborder une troisième rubrique. Il s'agit de la question de la formation des jeunes burkinabés. Vous avez été ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi sous la transition. Alors, quand on regarde au Burkina Faso, il y a un regain pour les formations professionnelles. Il y a des centres de formation professionnelle qui sont en train d'être créés. Il y a des mécanismes d'accompagnement. Avec l'expérience que vous avez eue au niveau du ministère de la Jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale sur ces centres-là? Je pense que peut-être avant d'aborder à fond cette thématique, oui, il est important qu'on comprenne déjà un préalable. Oui. Nous avons un système éducatif qui est dépassé, qui n'est pas en adéquation avec, bien entendu, le monde économique aujourd'hui. Il est dépassé pourquoi? Il est dépassé parce que notre système éducatif qui est mis en place, a été mis en place par le colon pour permettre de doter l'administration de compétences. C'était à l'époque où le premier employeur était l'État. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette configuration. Et nous avons toujours
le même système éducatif. Donc du coup, ce sont des gens qui vont se former et qui vont chômer obligatoirement parce que congénitalement c'est mauvais. Il faut adapter notre système éducatif à la réalité d'aujourd'hui, à ce qui concerne, n'est-ce pas, la formation professionnelle. Vous avez des secteurs d'activité au Burkina Faso où on n'a pas de spécialistes. Ce sont des secteurs qui sont usités. Vous prenez les finitions des bâtiments, on fait recours le plus souvent aux étrangers parce que les Burkinabés n'ont pas de compétences. C'est la raison pour laquelle la problématique de la formation professionnelle est capitale. Mais simplement, tel que les choses se passent au Burkina Faso, je pense que c'est biaisé. Je vous donne une petite illustration. Nous avons un centre de formation professionnelle de référence à Zignaré. Et c'est un centre de formation de référence, bien entendu, qui reçoit, j'allais dire, des élèves et des étudiants qui, à leur sortie, chôment. Ah oui. Oui. On a un centre qui existe, les gens viennent se former et quand ils finissent, ils chôment. Alors que dans le même ministère, vous avez des fonds qu'on a mis en place pour pouvoir accompagner les jeunes. Les jeunes qui sortent de ces centres sont des jeunes burkinabés. Pour qu'on puisse attirer d'autres jeunes pour aller vers ces centres de formation professionnelle, il aurait fallu que ceux qui sortent puissent trouver un emploi. Eh bien, ça, c'est la publicité par l'exemple. On n'a pas besoin de publicité. Quand on voit des centres sortir des centres désignés et tout le monde est installé, en termes de financement, on les priorise. En termes de kits d'installation, on les priorise. Forcément, on n'a pas besoin de publicité. Tout le monde va vouloir que son enfant fasse des centres de formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire, dans le matin des gens, ceux qui vont dans les centres de formation, ce sont les médiocres. Ce sont des délaissés du système classique de l'enseignement général. Voilà la mentalité. Or, c'est par la main qu'aujourd'hui on peut construire notre pays. C'est pas l'intellect, travailler dans un bureau, c'est bon, mais c'est pas ça qui est important, parce que le bureau ne peut pas contenir beaucoup de gens. Mais alors que le travail manuel est un travail important. Donc il est impérieux aujourd'hui que, en tout cas au niveau en matière politique, on puisse prioriser toutes ces personnes qui sont dans les centres de formation gérés par l'État. Et ce sont ces personnes qui doivent être priorisées en matière de financement. Ce sont ces gens qui doivent être priorisés lorsqu'on donne des kits. Et c'est en ce moment-là que, bien entendu, on va faire la promotion de la formation professionnelle afin de permettre, n'est-ce pas, à la jeunesse burkinabé qui attend ça, et j'allais dire, de pouvoir être bien outillée et de contribuer véritablement au développement économique et social de notre pays. Je pense que c'est un élément capital. Alors, quand vous avez été ministre de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, vous êtes en train de dire que ceux qui sortent, il y en a qui chôment, ne sont pas prioritaires dans les financements. Quel a été le constat que vous avez fait? Ouais, je pense que c'est un constat un peu terrible. Lorsque je suis arrivé au département ministériel, la chose qu'on m'a dit, on a investi 11 milliards dans les jeunes, et puis donc il y a eu des suppressions d'emplois. Et j'ai demandé à sortir, aller sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. Bien entendu, je suis allé sur le terrain, il n'y avait pratiquement personne. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un suivi réel des personnes à qui on donnait les financements pour savoir ce qu'ils faisaient. On a deux problèmes majeurs au niveau du ministère. Le premier problème majeur, c'est que la plupart des fonds qu'on a mis en place disposent d'un budget. C'est un budget de fonctionnement. Mais on n'a rien prévu pour le suivi des jeunes. Or, on sait pertinemment qu'en matière, j'allais dire dans le monde des affaires, lorsque vous créez une entité, les 2 premières années sont les années les plus difficiles. Le taux de morbidité des entreprises est de 90% pour les 2 premières années. Un jeune qui s'installe, s'il n'est pas accompagné pendant les 2 années, vous êtes sûr et certain que le financement là est à l'eau, parce qu'il ne pourra jamais rembourser, parce qu'il ne pourra même pas professer. Donc la chose que j'ai fait, j'ai augmenté, j'ai donné à chaque fonds au minimum 50 millions pour pouvoir permettre le suivi. S'il y a un problème, comment on peut accompagner ces jeunes-là pour pouvoir rester à flot. C'était ça c'est le premier élément. La deuxième chose que j'ai eu à faire, c'était de prioriser tous les élèves qui sont dans les centres de formation de référence. Ils étaient prioritaires dans l'obtention des financements, ils étaient prioritaires dans l'obtention des kits, et c'est ce que nous avons mis en place, et on a souhaité que ça se poursuive, mais ça n'a pas été le cas, et je souhaite que ceux qui m'écoutent actuellement, qui sont au pouvoir, puissent véritablement mettre en œuvre cela, parce que c'est ça qui permet demain d'attirer la jeunesse vers ces questions de formation professionnelle, par exemple, qui est beaucoup plus importante que, bien entendu, l'enseignement général aujourd'hui que nous connaissons,
et qui débouche pratiquement sur un chômage assuré et garanti. Et la chose la plus importante, me semble-t-il aussi, c'est que ces gens qui sont au niveau de la formation professionnelle sont souvent sollicités par le monde, j'allais dire, le secteur privé, et il est important, n'est-ce pas, de mettre une passerelle entre ces centres de formation du secteur privé, de telle sorte que l'obtention des stages soit facilitée, parce que quand on prend quelqu'un qui a un centre de formation professionnelle qui est véritablement opérationnel, et on le prend en stage, eh bien entendu, si il y a un recrutement, le recrutement se fait automatiquement, ils ne vont pas chercher ailleurs. Je pense qu'il faut mettre en place une sorte de passerelle entre le secteur privé et les centres de formation professionnelle dans le cadre, n'est-ce pas, de ces stages-là. Et du coup, eh bien, on arrive non seulement à les accompagner en termes d'installation d'auto-entrepreneurs, et également en termes d'employés dans les structures qui ont besoin, n'est-ce pas, de ces jeunes-là. D'abord, il y a les centres de formation d'une part, mais il y a aussi la formation classique à l'école, l'enseignement général. Alors pour certains, il faut maintenant faire en sorte que au niveau de l'enseignement général, à partir de l'école, les aspects de l'enseignement technique et professionnel puissent être intégrés dans le curricula de formation. Pour le moment, on ne l'a pas. Est-ce que ça, c'est possible? Je pense que tout est possible, tout dépend de la vision qu'on veut mettre en place. Tout est possible. Mais là, il faut trouver des enseignants, les former pour qu'ils puissent répondre. Ce n'est pas les enseignants qui manquent. Ceux qui sont dans le centre de formation des professionnels existent déjà, et ils sont pétris, n'est-ce pas, dans les différents domaines de compétences. Le problème, c'est la vision qu'on veut se donner de l'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut mettre en place, j'allais dire, on veut former des gens qui sont opérationnels pour gérer le monde des affaires tel qu'il est aujourd'hui? Je pense que ce qui manque, c'est essayer de savoir en fait, le besoin des attentes. Parce que nous sommes dans un rapport où il faut voir ce qu'il y a entre offre et demande. La demande que les employeurs veulent, qu'est-ce qu'ils veulent avant de faire les offres. Aujourd'hui, nous sommes dans un système, comme j'ai dit tantôt, nous sommes dans un système où on forme des gens pour travailler dans l'administration. Et cette administration ne peut plus recruter. Nous avons cette année et l'année dernière plus de 1 200 000 candidats au concours pour 10 000 places. Et ça, c'est 10 000 places, c'est ça qui est légal. Maintenant, avec les différents politiques, là, ça peut aller au-delà, mais ça ne peut pas dépasser 20 000 personnes. Sur 1 200 000, si vous prenez 20 000, il reste 1 180 000. Ils sont au chômage. L'année prochaine, si ce ne sera pas 1 200 000, ce sera 1 400 000. Et ainsi de suite. On va prendre encore dessus. Si on prend 20 000, mais la majorité va aller où? Donc il faudrait changer de fusil d'épaule en se disant la question de l'emploi doit être perçue différemment. Une chose capitale, c'est que l'entrepreneuriat doit être prisé. Aujourd'hui, lorsque vous faites dans le cursus scolaire que nous faisons, on ne nous apprend jamais à être entrepreneur. Une petite anecdote, moi j'ai démissionné de la fac pour devenir avocat. Parce que pour être avocat, il ne faut pas être fonctionnaire de l'État. Mais au moment où je le faisais, les gens se demandaient si je n'étais pas fou. Quand vous avez démissionné? Quand j'ai démissionné, on se dit mais est-ce qu'il est normal? On m'a même dit que c'est la première fois que quelqu'un démissionne de l'université. Parce que tous ceux qui sont partis ont pris leur disponibilité. Et ça, j'ai dit mais non, mais je sais ce que je vaux. Je peux tenir en ayant démissionné. Et je vais continuer, bien entendu, à assurer mes cours à la fac en tant que vacataire. Mais ça dit, cette culture de l'entrepreneuriat n'existe pas. Si vous voulez compter sur l'administration pour recruter, c'est 20 000 personnes par an. Maximum 30 000 par an. Et c'est ça qui va résoudre la question, n'est-ce pas, du chômage de bonne façon? Non. Donc il faudrait qu'on mette en place une grosse politique de développement rural. Sachez aujourd'hui qu'on n'a plus assez de poulets. Les poulets de chair sont en train de rentrer au Burkina Faso. Les poulets de chair, on les voit au Burkina Faso, on ne connaissait pas. Les sociétés minières veulent des moutons et des bœufs. On ne peut pas livrer, ça vient du Brésil et de l'Argentine. Les sociétés minières, le bœuf vient d'Argentine. Parce qu'on n'a pas assez de bœufs. C'est pas normal. On a une jeunesse qui cherche de l'emploi. On a, j'allais dire, une demande qui est là, mais on n'a pas d'offre. Il faut orienter l'offre vers ce secteur-là. Parce qu'on peut le faire. Si on continue comme ça, dans 5 ans, on va tous manger, n'est-ce pas, sur des poulets de chair. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une politique énorme en matière de développement rural. On a un potentiel. Le potentiel est là. Beaucoup de gens ont été formés. On a, au niveau du ministère de l'Agriculture, les gens ont été formés. Il y a plein de centres de formation dans le domaine agriculture, dans le domaine, n'est-ce pas, de l'embûche. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ça pourra permettre, n'est-ce pas, de prendre à peu près 200 à 300 000 personnes qui vont de ce secteur-là. Et ça va permettre aussi au Burkina Faso d'être, j'allais dire, en matière alimentaire, et d'avoir une certaine indépendance. Je pense que c'est capital pour un pays. Alors, le reproche qu'il a fait à ces jeunes, c'est de sortir et d'attendre, qui attendent un accompagnement qui ne vient pas.
lorsqu'on dit qu'il y a un dispositif d'accompagnement, vous arrivez en banque, on vous dit, bon, il vous faut des garanties, il n'y en a pas. Bon, il y a une banque agricole qui a été créée tout récemment, mais la réalité aussi, c'est l'accès au financement de ces jeunes-là. Alors, il y a des fonds qui existent, mais les conditions d'accès également sont compliquées. Comment est-ce qu'on règle ce problème? Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches pour les jeunes qui sortent et qui veulent s'auto-employer. Je pense que toutes les questions, me semble-t-il, j'allais du patriotisme. C'est pour cette raison que cet élément incorpore des choses importantes. Ah oui. Parce que lorsque vous êtes un patriote, là, c'est un dévouement, un attachement pour la patrie, c'est important. Si on vous donne quelque chose, si on vous donne de l'argent, et vous revient à vous par honnêteté et puis par honneur de rembourser ce qu'on vous doit. Or, à quoi on assiste? Au début, quand les fonds ont été mis en place, pour résoudre, n'est-ce pas, des questions, n'est-ce pas, de financement, on accompagnait les jeunes sans demander de garantie. Ces jeunes n'ont pas remboursé. S'il n'y a pas de remboursement, comment on va accompagner les autres jeunes? C'est parce qu'on vous aide aujourd'hui que vous remboursez, qu'on prend ces remboursements pour accompagner les autres. Mais si vous investissez 5 milliards dans les jeunes et vous n'avez aucun retour, pas de remboursement, comment vous continuez? Ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle, à corps défendant, on est obligé de mettre en place des garde-fous. Mais vous pensez que ça plaît d'empêcher un jeune d'avoir un financement en lui disant viens garantir une parcelle, viens garantir une voiture, viens garantir une moto, alors qu'il n'a pas de moto? Ça ne me plaît pas. Mais on ne sait pas comment faire. Il faudrait qu'ensemble, on trouve ensemble une solution pour pouvoir amener celui qui emprunte, celui qui est accompagné, à pouvoir rembourser. Et donc, on est obligé de devenir comme des banquiers en demandant des garanties. Mais je pense que politiquement, c'est quelque chose qui ne tient pas. Et dans certaines structures, ce qu'on a mis en place, on demande des mentors. Qui est un mentor? Au cas où il n'y a pas, bien entendu, de paiement, le mentor interviendrait dans le remboursement. Mais les mentors sont en train de se faire très rares. Parce que les jeunes, quand ils ne remboursent pas, donc il y a évidemment une question de conscience, j'allais dire individuelle, qui fait qu'il y a des intégrité, bien entendu, doit être un élément capital. Lorsque vous empruntez de l'argent, il faut venir le rembourser pour savoir que, effectivement, c'est de ces remboursements-là que le financement des autres jeunes pourra se faire demain. Si vous ne remboursez pas, on ne pourra pas continuer à rembourser les autres jeunes. Voilà, j'allais dire, c'est le dilemme, et je ne sais pas comment on peut résoudre ça, mais je pense que c'est ensemble qu'on peut trouver une solution. Mais l'argent est là. Et l'argent doit aider à être accompagné. On ne doit pas mettre beaucoup de garde-fous pour pouvoir accompagner les jeunes. Mais il faudrait qu'il y ait une sensibilisation énorme au niveau des jeunes pour que ces jeunes-là puissent rembourser. Si aujourd'hui on a la certitude qu'un jeune qui a qui est accompagné règle, il n'y a pas de problème. On ne lui demande même pas une garantie. Maintenant on peut avoir des problèmes, ça arrive à tout le monde. Le problème qu'on a avec les jeunes, lorsqu'ils ne peuvent pas rembourser, ils n'informent pas. Et donc, du coup, ça devient des impayés pendant 1 an. Quand ça ne va pas, on informe la structure en disant ah, j'ai tel problème, je ne peux pas payer mes traites de telle période à telle période. Et on va trouver, j'allais dire, un moyen voilà, pour faire issue des avenants. Voilà à peu près notre problème. Maintenant, eh bien, c'est l'occasion. En tout cas, moi, je fais un appel à qui l'entend pour qu'ensemble, on puisse trouver les voies et moyens pour pouvoir accompagner les jeunes. Les financements existent, mais faisons en sorte que, bien entendu, les conditions d'obtention des prêts-là ne sont pas assez élevées. Aujourd'hui, c'est une moto qu'on demande. On veut la carte grise d'une moto pour pouvoir accompagner un jeune. Alors, il y a aussi les cadres du ministère qui sont parfois pointés du doigt par rapport à cette question, qui parfois, compte tenu de certaines considérations politiques, regardent avant de financer, ou bien ce sont des neveux, des cousins. Il y a ces réalités-là aussi, même dans le processus de l'accompagnement, qui est une autre difficulté également qu'il faut résoudre. Donc, quand l'appel patriotique est lancé à ces jeunes de respecter leur engagement, il y a ces cadres-là aussi à qui il faut tenir aussi un discours. Mais je pense que les cadres, ça, vous avez pris un pan donné, mais je pense qu'au niveau de l'administration, il y a beaucoup de choses à faire. L'administration burkinabé est une administration un peu spéciale. Et il faut se demander aujourd'hui si l'intérêt est véritablement, j'allais dire, des intérêts individuels personnels ou l'intérêt, n'est-ce pas, de la nation. Est-ce que vous avez constaté? C'est ce que j'ai constaté et au niveau quand même du ministère, c'est que la plupart du temps, bien entendu, c'est l'aspect financier qui ressort. Lorsqu'il y a une activité à mener, on met en place un comité et le comité est financé. Or, l'activité que les gens mener sont des activités pour lesquelles les gens sont déjà payés, mais il faut mettre ça en place pour pouvoir motiver le personnel. Donc je pense qu'on a effectivement un problème sérieux au niveau de l'administration, qui est, j'allais dire, cette question de motivation. Maintenant, si les salaires sont trop petits et ça ne sont pas suffisants, eh bien, c'est des problèmes qui se posent. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de payer quelqu'un pour un travail qu'il fait. Je vous donne un petit exemple. Ce sont les missions hors de Ouaga. Beaucoup de missions sont hors de Ouaga. Un moment,
au niveau du ministère de la Jeunesse, j'ai décidé que toutes les missions qui se font hors de Ouaga sont des missions de validation d'une étude. Les gens font aller élaborer des drafts hors de Ouaga. Mais quand le ministère sort, ce sont des dépenses, c'est des perdièmes. On n'élabore pas de drafts. On va de Ouaga, on élabore des drafts dans les bureaux. Mais il y a une pratique qui est que, bien entendu, il faut générer de l'argent, 10 par mois à peu près, je pense, 10 jours par mois, en raison de 25 000 francs. Ça fait 250 000 francs qui est au chaud pour venir compléter le salaire. Mais s'il y avait un problème de salaire qui est bas, ça c'est des choses qui peuvent se mettre, n'est-ce pas, autour de la table pour qu'on puisse avoir les rémunérations, j'allais dire, décentes pour ces personnes-là, afin qu'ils puissent mener à bien, n'est-ce pas, leur activité. Mais si vous permettez, j'ai envie de revenir sur un petit problème rapidement, relativement aux questions, où on va mettre ça dans les divers peut-être. Voilà. Allez-y. Je peux y aller, voilà. C'est la question, n'est-ce pas, de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, si on y prend garde, on risque de ne plus avoir d'employeurs dans notre pays. Ah oui? Avec la multiplication des sociétés d'intérim ou de placement. Les sociétés d'intérim et de placement sont en train de devenir les nouveaux employeurs de Burkina Faso. Or, ces sociétés d'intérim et de placement-là sont des sociétés qui sont... Elles peuvent facilement quitter le pays puisqu'elles n'ont pas d'attache. Le plus souvent, elles sont en location. Rarement, elles sont propriétaires d'immeubles. Le jour où ça ne va pas, ils quittent le pays, ils sont partis. Il faudrait que cette question-là soit réglementée. Il est impérieux que lorsqu'on met en place une société de placement, elle ne s'occupe que des contrats à durée, c'est-à-dire très courts. Ah oui. Il y a des sociétés de placement qui placent des gens, tous les gens chaque année. Pendant 3 ans, 4 ans, et la même personne est là, mais ça c'est pas un placement. Et comme les entreprises, les grands groupes étrangers n'ont pas besoin, ne veulent pas être attaqués devant les juridictions par les salariés, eh bien, ils ont de nouveaux employeurs qui sont sur des placements. Non, il faudrait qu'on trouve une solution à ça. Parce que les gens sont dans une situation, j'allais dire, indécente, les travailleurs. Il y a des gens qui ont des contrats de 2 mois, des contrats de 3 mois. Et, oui, 3 mois renouvelables. Peut-être que vous avez un contrat de 3 mois renouvelable. Vous êtes un esclave. C'est de l'esclavagisme moderne. Il faudrait que là aussi, on mette en place une durée minimum. La durée minimum d'un contrat de travail doit être de 2 ans. 2 ans, c'est ça un travail décent. Si vous avez un contrat de 2 ans, vous ne pouvez même pas emprunter 1 centime. C'est suffisant de notre code du travail. Non, c'est suffisant. Il faut qu'on modifie ça rapidement. C'est dans le code. On peut prendre rapidement un texte, rapidement pour pouvoir modifier ça. Vous avez un travail de 3 mois renouvelable tout le temps. Est-ce que c'est un travail décent? Mais non. Et on voit ça, eh bien, le politique doit donner la vision. Il faut changer ça rapidement. Ça, c'est la première chose. Durée minimale du contrat de travail, 2 ans. La deuxième chose, il faut qu'on aille très vite avec les choses de placement. Elle se contente de placer. Placer, ça veut dire qu'il y a une femme qui est enceinte, elle est partie à l'accouchement, on la remplace. Et après, on ne peut pas, parce que mais c'est ça. Mais quand vous avez besoin de quelqu'un de manière permanente dans une boîte, la boîte recrute. Donc le placement, c'est juste pour une période bien déterminée. C'est déterminé. Ils font que ça. Aujourd'hui, vous prenez la société minière. Mais vous prenez l'exemple de la femme enceinte qui bénéficie de son congé de maternité. Voilà. Ça lui fait 3 mois, elle est partie, il y a un monsieur qui vient ou bien une dame qui vient. Là, on passe par... Et quand l'autre vient, voilà. Et celui qui t'est arrivé, il repart. Il repart. Maintenant, on place ailleurs. Ça peut être un accident de travail, ça peut être quoi que ce soit. Mais c'est ça le placement. Mais il ne doit pas recruter. Mais non. En ce moment, il se substitue à l'employeur. Imaginez, mais aujourd'hui, vous avez pas mal de sociétés qui se créent et les gens ils appellent ça l'externalisation. On externalise les ressources humaines. On les prend ailleurs. Vous travaillez dans une banque, vous allez dans les banques, vous avez des gens qui sont recrutés par la banque, vous avez des gens qui travaillent dans la même banque, ils font le même boulot, ils sont recrutés par un société de placement. Ils ne sont pas payés par la même personne. C'est la banque qui paye la société de placement. Et la société qui les paye. Ils n'ont pas les mêmes salaires. C'est simple ou double. Et donc, s'il a un problème avec sa société qui l'a placé. Non, s'il y a un problème au niveau de la banque, c'est la société qui l'a placé. Il ne peut pas attaquer la banque. Puisqu'il n'y a aucun lien contractuel avec la banque. Alors que cette société qui a placé, qui est une société étrangère également, peut payer à tout moment. La banque, c'est difficile à la banque de partir. C'est la même chose au niveau des mines. 90% des personnes des sociétés minières sont issues des sociétés de placement. C'est pas normal. Vous allez voir Essakane, comptez le nombre d'employés d'Essakane. Vous prenez n'importe quelle société minière, comptez le nombre d'employés effectivement qui sont payés, qui ont reçu des bulletins de paie Essakane. La plupart, c'est une société de placement qui donne les bulletins de paie. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Ou bien c'est les nouveaux employeurs. Quand on est un employeur, on assume ses responsabilités. Je suis d'accord que pour un certain nombre de trucs, on puisse faire appel à ce déplacement, mais pas pour tout. Des banquiers qui font le même boulot, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et ces gens aussi ne se plaignent jamais. C'est drôle parce que lorsque vous vous plaignez, on vous chasse.
insécurité dans le travail, ça ne fait pas de la décence. Aujourd'hui, au niveau des ED, ce qu'on met en place, c'est la notion de travail décent. Quelqu'un qui a un contrat de 6 mois est à la merci de son employeur. Quelqu'un qui a de 3 mois est à la merci de son employeur. Quand on a besoin, on prend. Votre discours tranche parce que les autres patrons du privé aiment ça. Vous êtes dans le privé, vous êtes un patron du privé, mais vous désapprouvez. Alors que c'est le patronat qui avait mis la pression pour effectivement avoir ce contrat esclavagisant. Il faut qu'on m'explique en quoi le CDI est moins intéressant que le contrat à durée déterminée. Je n'ai jamais fait de contrat à durée déterminée à quelqu'un. Je ne fais jamais, parce que je ne vois pas l'utilité. Un contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui peut être éteint en 2 jours. C'est pas un long contrat. Quand on dit le contrat à durée indéterminée, ça ne veut pas dire que le contrat est long. On ne connaît pas la durée, donc ça peut être 2 heures. Alors si j'emploie quelqu'un en 1 mois, il n'est pas bon, je le vire. Et j'ai quel droit? Si je le garde longtemps, c'est qu'il est bon, non? Ou bien, pourquoi je ferais un CDD? Pourquoi je fais un CDD? Je suis en train de me battre contre les contrats de durée déterminée. Je ne connais pas l'utilité d'un CDD. Aujourd'hui, on peut faire tous les débats juridiques. Je me dis, si je prends, imaginez que vous embauchez quelqu'un qui a un contrat d'1 an. Vous le prenez en CDD. J'embauche une autre personne qui a un contrat CDI avec moi. Après 4 mois, je me rends compte que le gars, il ne vaut rien. Moi, en CDI, je le fous dehors. Vous pouvez le foutre dehors parce qu'il a 6 mois à rester. Donc si vous le foutez dehors à 4 mois, vous lui payez la différence. Or, je ne garde pas des incompétents. Pourquoi je ferai un contrat? Est-ce que c'est pour ça qu'on fait des contrats à 2 mois, 2 mois, 2 mois? Je ne sais pas. Donc vous voyez, le problème, si j'ai un CDI, le contrat à durée indéterminée, je te fous dehors à 4 mois, tu es incompétent, et tu n'as pas beaucoup de droits. Hein. En revanche, si c'est un CDD, je te fous dehors à 4 mois, contrat de 12 mois. 4 mois, 12, 8, je lui paye ces 3 de 8 mois. L'employeur paye ou il gagne? Bonne interrogation. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Alors c'est un sujet qui est très pertinent. C'est sûr qu'on aura d'autres occasions pour en parler. Nous allons aborder la dernière rubrique avec votre permission. Madame, Messieurs, ça va être ce qu'on appelle les questions diverses. Alors à la création de votre parti, les choses ont été clairement dites. Et lors du passage du président Augustin Loada à l'émission du tribunal de l'actualité, il dit que Zida a lu le manifeste. Lui-même, il a affirmé sur sa page qu'il a été démarché pour être président d'honneur. Il a accepté. Pourquoi vous êtes allé vers Zida comme président d'honneur? Vous avez réfléchi ensemble à la création de ce parti? Non, on n'a pas réfléchi ensemble à la création du parti, mais je pense que, qu'on le veuille ou non, on a été dans le même gouvernement. Et le général Yacouba Isaac Zida a été notre Premier ministre, et avec lequel on a beaucoup, on a beaucoup travaillé. Et lorsque, bien entendu, au niveau du MPS, on a décidé de mettre en place ce parti, bien entendu, il a été informé de notre souhait, de notre volonté de créer le parti. Et au regard de son expérience, on a demandé également qu'il puisse notamment nous accompagner pour la mise en place de ce parti. Et donc, il n'a pas beaucoup hésité. Il a estimé que le travail qui a été abattu sur la transition, en tout cas, l'esprit dans lequel on a travaillé, c'était quand même un très bon esprit. Et que la flamme de l'insurrection, on ne devait pas la laisser s'éteindre. Et qu'il était impérieux qu'au niveau des MPS, j'allais dire, on reprenne, n'est-ce pas, cette flamme-là, et pour la faire briller au maximum. Et je pense que c'est à ce titre, bien entendu, qu'il a accepté d'être, n'est-ce pas, notre président d'honneur. Et pour nous, c'est véritablement, j'allais dire, un soutien quand même très très important au regard, j'allais dire, du travail, n'est-ce pas, qu'il a abattu au moment de l'insurrection, et surtout dans le gouvernement de la transition. Je pense que quand on ne le connaît pas, peut-être que je vois beaucoup de critiques, c'est tout à fait normal que quelqu'un soit critiqué, mais je pense que c'est quelqu'un de très très humain, et sa priorité, c'est véritablement le développement de sa patrie. Et c'est à ce titre-là, bien entendu, que nous l'avons approché, et bien qu'il puisse nous accompagner dans la mise en place de ce parti. D'accord. Alors, toujours dans les questions diverses, il y a l'expérience de la transition. Vous avez fait une expérience d'1 an au ministère de la Jeunesse. Ça a été éreintant. Il y a eu l'épisode du coup d'État. Alors, quand ils sont rentrés en salle, est-ce que vous n'avez pas dit pourquoi est-ce que je suis devenu ministre?
Quand les soldats sont entrés dans la salle. On n'avait pas le temps de se dire ça parce qu'on pensait qu'on était mort. Intérieurement. Ah, pour vous, c'était fini? Ah non, évidemment. Je pense que c'était... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu ça. C'est-à-dire, moi, c'était mes enfants. En 1 minute, j'ai dit la scène de mes enfants de leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce jour-là que j'ai regardé sous la table, hein, le Conseil des ministres, j'ai jamais vu comment c'était sous la table. Ah oui. Je voulais plonger, j'ai dit quand moi ils vont commencer à tirer, je vais me plonger sous la table. Et bien entendu, c'est le 15 octobre 87, on a tous pensé à la mort de Sankara. Comment ça s'est passé? Vous savez, il y avait un survivant. Voilà. Tout le monde voulait de ce survivant-là. Donc j'ai regardé sous la table, mais j'étais mal assis, hein, parce qu'il y avait un pied qui m'empêchait de plonger correctement. J'ai même décalé un peu ma chaise, voilà, pour pouvoir lever, parce que quand ils sont rentrés, c'était d'une violence extrême. Je n'ai jamais vu ça. C'est comme si on a cassé la porte et les gens sont entrés avec des gilets pare-balles, des kalachnikovs, avec, n'est-ce pas, des gens qui sont en train de baver, comme des animaux, là, tout était blanc, c'était inhumé. Et puis, il fallait de rien pour que, bien entendu, les choses se passent. Donc, je pense que c'est à ça qu'on a pensé. Maintenant, c'est après. Après 5 minutes, quand on n'a pas tiré, parce que quand ils sont entrés, ils ont dit, ils ont fait sortir le président, le Premier ministre, et puis le professeur Louada. Et pour moi, j'ai mis mes mains à l'oreille parce qu'on allait les canarder dans le couloir. Ah oui, c'est à ça que je pensais. Heureusement qu'il n'y a pas eu ça. 5 minutes après, je me suis dit, je n'ai rien. Et c'est en ce moment qu'on se dit, pourquoi on a accepté la mission. Ah oui. C'est en ce moment qu'on se pose la question, parce qu'on se dit, voilà, jusqu'à ce que, bien entendu, et même après la transition, vous avez vu, si vous avez bien remarqué, lorsqu'on a installé, on nous a réinstallé, je pense que notre urgence, là, c'était de la faim. C'est quand est-ce qu'on part. Voilà. Parce qu'on a eu tellement un gros choc qu'on faisait que les affaires courantes, parce que ça ne nous intéressait même plus, parce qu'on se dit, on va te tuer pour ça, tu étais assis tranquillement dans ton petit coin, tu es venu pour la transition, et puis tu vas mourir. Et sachez que c'est la première fois au Burkina Faso où on intervient comme ça, j'allais dire un coup d'État en plein Conseil des ministres. On a eu des coups d'État autrement, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis on pensait sincèrement que tous les acteurs, n'est-ce pas, étaient impliqués dans cette transition, étaient dans le gouvernement. On ne peut pas s'imaginer qu'effectivement on pouvait faire l'objet, n'est-ce pas, d'une telle attaque. Bon, c'est vrai que, franchement, on ne nous a jamais brutalisé. Il faut le dire, on ne nous a pas jamais brutalisé, mais c'était tout des mots, on ne nous a pas adressé la parole toute la nuit, parce qu'on a passé la nuit là-bas. On ne nous a pas adressé la parole, mais on était très affamés, on n'a pas mangé du tout, hein, jusqu'au lendemain. Mais c'est pas ça qui est grave. Mais après, est-ce qu'il y a eu un regret d'avoir fait partie de cette transition? Après tout, est-ce que c'était pas nécessaire? Aucun regret. Ah non, mais ça c'était sur le coup d'État. Mais après, aujourd'hui, avec le recul, aucun regret. Je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'aller au MPS. C'est parce qu'il y a eu cette transition, je me suis rendu compte qu'on peut faire beaucoup de choses pour ce pays-là. On a les moyens de le faire et on a les hommes aussi pour le faire. Le problème, c'est la manière et le problème aussi, c'est la conscientisation de tous les acteurs sur la chose publique. Si demain, tous les acteurs du monde politique et gouvernants doivent répondre des actes qu'ils posent, je suis sûr que la jeunesse va adhérer normalement à la politique. Si vous avez fait quelque chose de mauvais, vous assumez vos responsabilités. Il faut rendre compte. Le gros problème de la politique aujourd'hui, c'est que le policier ne tient jamais compte. Vous avez déjà vu un chef d'État qui a fini son mandat et qu'on a comparé ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a promis? Est-ce qu'on a déjà fait ça? Parce qu'un chef d'État qui a fait des promesses qu'il n'a pas retenues ne devait même pas pouvoir être candidat à sa réélection. C'est de tromper tout le peuple. Et lorsqu'on trompe tout le peuple, on doit être sanctionné. C'est ça mon problème. Le gros problème, c'est comment faire pour impliquer l'ensemble de la population, de la jeunesse, à adhérer à la politique. À ne pas compter des hommes politiques comme des menteurs, comme des voleurs. Pour pouvoir le faire, il faut que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là puissent se rendre compte de tous les actes qu'ils posent. Et c'est ça qui va faire que demain, ce domaine-là sera assaini et ça va amener beaucoup de jeunes à adhérer à la politique. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis impliqué dans le MPS pour qu'on puisse mettre en avant tout ce qui est évaluation. La gestion axée sur le résultat. Si vous n'avez pas atteint un résultat, vous voyez au Rwanda, les ministres, c'est tous les 3 mois. On évalue. On évalue. 3 mois, tu n'as pas atteint tes études, on te met dehors. Ah ben, on peut faire la même chose au Burkina Faso. Nous sommes tellement nombreux, les Burkinabés, qui peuvent être ministres. On
il y a trop de ministrables au Burkina Faso. Tout le monde est ministrable. Ah ben dis donc, quand vous faites bien votre boulot, vous restez, et quand vous n'avez pas bien, vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous partez. Et c'est comme ça que cette dose de gestion du privé doit petit à petit, même si c'est de manière homéopathique, il faut qu'on l'aide à l'intégrer dans la gestion de la chose publique. Et c'est ça, ça va faire beaucoup de bien à la politique. Et ça va amener les jeunes à voir la politique autrement. Ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas des voleurs et ce n'est pas des menteurs. Et c'est sur ces paroles que nous vous disons merci parce que c'est pratiquement la fin de cette émission. Merci. Nous vous disons merci d'être venus. Nous allons nous donner rendez-vous pour d'autres occasions. En tout cas, les portes de cette émission vous restent largement ouvertes et compte tenu de votre profil, peut-être que d'autres émissions également pourront vous intéresser dans le cadre de nos émissions plateau. Encore merci, Maître Salifou Dembélé, d'être venu. Vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci.